En Algérie, Abdelmadjid Tebboune veut écraser les spéculateurs, mes amis. Il a pris la parole durant la foire de la production algérienne et je peux vous dire qu'il n'a pas été temps. En effet, mes amis, la foire de la production algérienne a été inaugurée par le président Abdelmadjid Tebboune lui-même et il s'est exprimé sur les spéculateurs qu'il a carrément traités de parasites. Il a notamment parlé de la production de lait, mes amis. En Algérie, c'est un vrai sujet et il a dit « Aujourd'hui, nous savons que la spéculation n'est pas due à la pénurie, elle est parasitaire. » C'est-à-dire qu'il y a toujours des mecs qui vont essayer de gratter et il a promis les plus lourdes sanctions contre eux. On parle quand même de gens qui prennent le lait subventionné, qui en vendent une grande partie à l'étranger pour se faire un max de bénéfices. Eh bien, le président Abdelmadjid Tebboune a dit, ces gens-là, la justice les attend. Celui qui sera pris en train de faire de la spéculation sur des produits alimentaires subventionnés le regrettera toute sa vie et passera sans doute une bonne partie de sa vie en prison. Et là-dessus, le président Abdelmadjid Tebboune, il est très clair. Au mois de décembre 2025, vous avez des gens qui ont caché des pneus pour spéculer sur les pneus et ils ont pris 10 ans de prison. Voilà, ça au moins, c'est clair. Garantir une alimentation chère et accessible pour l'ensemble des Algériens, c'est l'objectif du président Abdelmadjid Tebboune. Et quiconque commettra un crime contre le peuple algérien sera sanctionné. Voilà le message, il est très clair. Et Tahia Al-Jazair. C'est de ne pas pointer du doigt, disons, un problème de production ou une mauvaise logistique. Non, le diagnostic est très différent. Ah oui? Le discours présidentiel met un nom sur l'ennemi, les comportements spéculatifs, et c'est un choix de mots qui est extrêmement important. D'accord. On ne parle pas d'une défaillance du système, mais bien d'une agression contre le système. Spéculation, c'est un mot qui peut paraître un peu abstrait. Concrètement, pour les gens, ça veut dire quoi? On a des exemples précis? Oui, bien sûr, et c'est ce qui rend le discours si puissant. L'exemple le plus emblématique, c'est celui des produits subventionnés par l'État. Comme le lait. Exactement. Prenez le lait en sachet. C'est un produit de première nécessité. Son prix est maintenu très bas par l'État pour qu'il soit accessible à tout le monde. La spéculation, dans ce cas, c'est quoi? C'est par exemple des intermédiaires qui vont acheter des quantités énormes de ce lait subventionné. D'accord. Ils créent une pénurie artificielle dans les magasins classiques pour ensuite le revendre au marché noir, beaucoup plus cher. Donc, si je comprends bien, on a de l'argent public qui finance un produit pour aider les familles. C'est ça. Mais cet argent est en fait détourné par quelques-uns pour faire du profit sur le dos de tout le monde. C'est exactement ça. On comprend tout de suite mieux pourquoi le mot spéculateur prend une charge si négative. Oui, bien sûr. Et en qualifiant ces actes de spéculation plutôt que de, disons, mauvaise gestion, on change complètement de registre. Le message est très clair. Il y a des coupables. Des gens qui s'enrichissent délibérément en affamant les autres. Ce ne sont plus des erreurs économiques. Non, ce sont des délits à punir. Et cette rhétorique, elle justifie immédiatement une réponse ferme. Une réponse sécuritaire, en fait. Le diagnostic commande la thérapie. Si le mal est un crime, le remède, c'est la loi et son application la plus stricte. Oui, et là vous mettez le doigt sur un point essentiel. Le choix des mots, ce n'est pas juste de la sémantique. Pas du tout. C'est une arme politique. Parce qu'une fois qu'on a dit spéculation, on a déjà désigné un ennemi intérieur. Et on a justifié la riposte. Mais ce qui est fascinant, c'est que la riposte, elle semble disproportionnée par rapport au simple délit économique. L'enjeu est ailleurs. Tout à fait. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du réacteur. La spéculation n'est plus vue comme une simple fraude. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder la liste des produits concernés. Le lait, la semoule, l'huile, le blé. On ne parle pas de produits de luxe. Non, on ne parle pas de téléviseurs ou de voitures. On parle des fondations de l'alimentation quotidienne. Ces produits ne sont pas des marchandises comme les autres, quoi. C'est le carburant du quotidien. Si le prix de l'essence augmente, les gens protestent. Mais si le prix du pain ou de la semoule explose? L'histoire nous a montré que ça peut déclencher des révolutions. C'est le point crucial. D'accord. L'analyse qu'on étudie insiste beaucoup là-dessus. Elle dit que ces produits jouent un rôle essentiel dans la stabilité sociale. Leur accès à un prix abordable fait partie du contrat social, en quelque sorte. Un contrat implicite entre l'État et la population. Voilà. Et du coup, s'attaquer à ces produits, ce n'est plus juste voler de l'argent. C'est perçu comme une tentative de fragiliser l'équilibre social du pays. Le spéculateur n'est plus un simple délinquant, il devient un agent du chaos social. Attendez, je suis sûr de bien comprendre. On est en train de dire que le type qui détourne un camion de lait, il est vu au plus haut niveau de l'État, non pas comme un voleur, C'est ça. mais comme quelqu'un qui mettrait une bombe sous l'édifice social. C'est un changement de dimension qui est radical. C'est exactement ce basculement. Et une fois qu'on a compris ça, la suite devient tout à fait logique. La réponse doit être à la hauteur de la menace perçue. Précisément, le durcissement des lois, avec des peines de prison qui peuvent être très lourdes, ce n'est plus une simple mesure de régulation commerciale, c'est une mesure de défense de la société. La gravité de la sanction n'est plus liée au montant du profit illégal, mais à l'ampleur du risque social que cet acte a créé.
on quitte la logique du code de commerce. Oui, on la quitte pour entrer dans une logique de préservation de l'ordre public. Alors là, on passe encore un cap. Si c'est une menace pour la stabilité sociale, j'imagine que l'étape d'après, c'est de parler de sécurité nationale. Vous anticipez parfaitement la suite. C'est le 3e étage de la fusée, si on veut. L'analyse est très claire là-dessus. La sécurité alimentaire est explicitement élevée au rang de pilier fondamental de la stabilité de l'État. C'est incroyable. On ne discute plus de logistique ou de marge. On est passé dans un registre stratégique et institutionnel. C'est quand même fou d'y penser. La stabilité d'un pays qui repose, entre autres, sur la disponibilité d'un sachet de lait. Ça en dit très long sur l'importance du pacte social. Concrètement, quand on dit sécurité nationale, qu'est-ce que ça implique de plus? Ça implique 2 choses. D'abord, une dimension intérieure. Toute perturbation durable de l'approvisionnement est vue comme une menace majeure pour l'ordre public. Une menace qui pourrait dégénérer en troubles sociaux. L'histoire mondiale est remplie d'émeutes de la faim qui ont fait chuter des régimes. Donc on anticipe? On anticipe et on réprime durement ce qui pourrait mener à ça. Ça devient une mission de sécurité intérieure. Et la deuxième chose, j'imagine qu'elle est tournée vers l'extérieur. Exactement. C'est la question de la souveraineté. L'analyse mentionne très clairement la lutte contre la contrebande transfrontalière. C'est-à-dire? Le raisonnement est simple. L'État dépense des sommes colossales pour subventionner ses produits. Cet argent public, il est destiné aux citoyens algériens. D'accord. Si ces produits subventionnés sont détournés et vendus illégalement dans les pays voisins, c'est une double peine. Ah oui. Non seulement le citoyen algérien n'en profite pas, mais en plus, les ressources de l'État financent indirectement les marchés étrangers. C'est perçu comme une sorte de pillage des ressources nationales, en fait. Précisément. C'est une atteinte à ce que l'analyse appelle la souveraineté économique et sociale. L'État a donc le devoir de protéger ses frontières. Pas seulement contre des menaces militaires. Non, mais aussi contre cette prédation économique. La lutte contre la spéculation devient une affirmation de souveraineté. L'État dit « Nos ressources sont pour notre peuple et nous les défendrons ». Donc, face à cette menace qui est à la fois sociale, sécuritaire et de souveraineté, la réaction logique de l'État, c'est de reprendre le contrôle, j'imagine. Fini le laisser-faire. C'est la conclusion politique qui s'impose, oui. La ligne qui est adoptée, c'est celle d'un rôle renforcé de l'État dans la régulation des produits stratégiques. L'État ne se contente plus de fixer des règles. Il redevient un acteur central, directif. Il intervient massivement. Voilà. Et d'ailleurs, l'analyse souligne bien que cette posture va à contre-courant de certaines logiques de libéralisation. C'est un choix politique qui est assumé. Et il y a une comparaison qui est faite dans l'analyse qui est vraiment éclairante pour comprendre cette mentalité, non? Oui, et elle est très très parlante. Dans cette nouvelle doctrine, l'alimentation est mise sur le même plan que l'énergie. L'alimentation et l'énergie. On considère que ces 2 secteurs relèvent d'un domaine régalien nécessitant un contrôle strict. Domaine régalien. Alors, expliquons ce que ça veut dire. Ça signifie que c'est une fonction essentielle de l'État qu'il ne peut pas déléguer, au même titre que l'armée ou la justice. C'est ça? C'est tout à fait ça. De la même manière qu'un État ne laisserait jamais son approvisionnement en gaz ou en pétrole à la merci de la pure spéculation, Logique. il considère désormais qu'il ne peut pas laisser son approvisionnement en blé ou en huile être soumis au même risque. L'accès à la nourriture devient une prérogative de la souveraineté. Et derrière tout ça, j'imagine qu'il y a une dimension de communication politique très très forte. C'est une manière de parler directement aux gens. Bien sûr, tout ce discours construit ce que l'analyse appelle un récit de protection sociale. L'État ne se présente pas comme un simple gestionnaire, il se positionne comme le garant de l'accès aux biens essentiels, comme le bouclier qui protège les plus vulnérables contre les prédateurs. C'est une posture qui doit avoir un fort écho. C'est une posture qui répond à une angoisse très profonde et très concrète. Quand on a du mal à finir le mois, entendre que l'État va vous protéger et punir sévèrement ceux qui profitent de votre situation, c'est un message qui a une résonance populaire très forte. C'est très clair. Ok, si on récapitule ce voyage un peu fou qui nous a menés d'un supermarché aux plus hautes sphères de la stratégie d'État. On est parti de simples pénuries de lait pour arriver à la conclusion que la lutte contre la spéculation est devenue en Algérie une question de stabilité sociale, de souveraineté et de sécurité nationale. Exactement. C'est un changement de paradigme complet. Le problème a été extrait de la sphère purement économique pour être placé au cœur du régalien.
Et la conséquence directe, c'est une réaffirmation très puissante du rôle de l'État. Un État qui se voit comme le protecteur du pacte social. Quitte à intervenir massivement dans l'économie pour contrôler les secteurs qu'il juge vitaux. Oui, c'est une synthèse parfaite. Et pour ouvrir un peu la discussion, Justement, l'analyse sur laquelle on s'appuie se termine elle-même sur une question qui est, je trouve, vertigineuse. ah oui, et L'auteur demande « Reste à savoir jusqu'où cette logique de sécurisation économique sera étendue et quels autres secteurs pourraient, à l'avenir, être considérés comme stratégiques. » c'est une excellente question. Parce que si on suit cette logique, la liste peut potentiellement s'allonger à l'infini. On a parlé de l'alimentation et de l'énergie. Quels seraient les prochains candidats logiques? La santé, avec les médicaments par exemple? Ce serait un candidat très plausible. On l'a bien vu pendant la pandémie, la dépendance envers l'extérieur pour les médicaments ou les équipements a été vue comme une vulnérabilité stratégique. Partout dans le monde. Partout. On pourrait aussi penser au logement, qui est un autre pilier de la stabilité sociale, ou encore à l'accès à l'eau dans le contexte actuel de changement climatique. La vraie question, c'est où est-ce qu'on trace la ligne en fait? Qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est sur cette interrogation qu'on peut conclure. Cette question de la définition du stratégique, elle n'est pas technique, elle est profondément politique. Elle révèle la vision qu'une société et son État ont de leurs propres priorités, de leur vulnérabilité. Observer quels secteurs seront les prochains à être intégrés dans ce domaine régalien sera une fenêtre fascinante sur les futurs choix politiques et économiques du pays. Une discussion qui est donc loin d'être terminée. Loin de là.